Les Français ont-ils encore de l'indépendance, de l'agenda, de l'agency, comme disent les Anglais? Ont-ils encore cette capacité à s'auto-déterminer? C'est la question à laquelle je voudrais qu'on discute aujourd'hui. De laquelle je voudrais qu'on discute aujourd'hui. Tu vois, le problème qu'on a dans ce pays, c'est que on est conditionné depuis le plus jeune âge à être dépendant. Je vais dire ce que j'entends par là. Hier, je brainstormais un peu avec ChatGPT. J'aime bien brainstormer avec ChatGPT, lui demander un petit peu de creuser certains sujets. Et on parlait des différences de réaction entre la France d'une part et les États-Unis de l'autre sur des sujets comme par exemple l'auto-formation. Et ce qui en ressortait, bon, c'est connu, c'est cliché, il n'y a pas eu besoin de l'IA pour le savoir, c'est que le français, lorsqu'il va en fait faire une transaction, que ce soit d'ailleurs pour se former ou quel que soit en fait ce qu'il va faire, mais il a un réflexe, l'achat d'un terrain, la résolution d'un problème dans une zone donnée. Quand le français a un problème, la première chose à laquelle il pense, c'est papa, maman, l'État va venir m'aider à le résoudre. Si j'ai besoin de me former, si quelqu'un prétend me former à telle chose, cette personne doit avoir une autorisation de l'État, doit être légitimée par une institution publique, ou en tout cas une très grosse structure, sinon c'est pas legit. En fait, le français a besoin de cette espèce de triangle. Il n'est pas capable, en tant que citoyen privé, d'aller contracter avec un autre citoyen privé sans qu'il y ait l'intermédiation d'une entité supérieure. C'est comme un petit garçon en fait dans la cour de récréation qui veut faire un jeu et puis il demande toujours systématiquement à la maîtresse. Est-ce qu'on peut faire ça, maîtresse? Est-ce que j'ai le droit de faire ça, maîtresse? Pour monter dans ce jeu, il faut que je passe par le petit terrain d'escalade ou par les escaliers ou par la corde, maîtresse? De lui-même, en fait, il a perdu, il a été éduqué, dressé pour ne plus être en mesure de se dire, mais attends, j'ai les ressources en moi là pour faire ça. Je peux faire ça moi-même là. Ou bien, attends, mon pote là, il est déjà monté dans ce jeu-là. Je peux lui demander comment il a fait. J'ai pas besoin que la maîtresse dise oui, tu peux faire ça, tu dois faire ça, etc. Mais le français ne réagit pas comme ça. Et ChatGPT m'expliquait que la différence, c'est précisément que les Américains, contrairement aux Français, il utilisait l'expression suivante. Il disait que le mindset américain était dramatically different. En fait, aux États-Unis, il y a un réflexe anti-État. Alors qu'en France, il y a un réflexe pro-État. Dans toute transaction, dans toute discussion, dans tout débat, en France, on a toujours le réflexe de se dire, mais attends, comment l'État peut-il intervenir pour régler ça? Pour donner de la légitimité à un tel, un tel, un tel. Alors qu'aux États-Unis, c'est presque l'inverse. Aux États-Unis, il y a cette expression de government worker. Si tu travailles pour l'État, grosso modo, tu es assimilé à une grosse dame de la mairie. Okay, ou bien tu es assimilé à une grosse dame de la mairie, ou bien tu es un prédateur, tu es là pour venir faire chier le privé, lui prendre sa propriété privée, l'empêcher de faire du business tranquillement. Donc aux États-Unis, non seulement il n'y a pas le réflexe pro-État, mais même il y a le réflexe anti-État. Attends, laisse-moi faire mon business avec mon voisin tranquillement, ne t'en mêle pas, c'est pas tes affaires. Tu vois la différence? Alors, je sais, il y a des Français, par exemple, le type est coiffeur, le type est chauffeur, il appréciera toujours de se faire payer en cash pour pas qu'il y ait des impôts. Mais tout ça, c'est du cosmétique. Ça relève du détail. Quand il est question en France de prendre des décisions importantes, les gens se retrouvent paralysés. Je prends l'exemple de l'expatriation. L'exemple de l'expatriation, il est très criant parce que il y a certains de mes clients avec lesquels je parle et avec lesquels il y a tout un travail en fait de déprogrammation mentale à faire. Parce que ce sont des gens qui ont perdu toute capacité à être libres. Et c'est pas de leur faute. Depuis qu'on est jeune en France, on nous apprend à obéir, à suivre des lignes bien droites, à systématiquement s'en référer à l'autorité. Quelle est la législation sur telle chose? Quelle est la loi? Quelle est la réglementation? Et non seulement, pire que de systématiquement chercher à regarder la loi, il y a le côté, tiens, mon voisin, il a réussi à faire un truc, il y a forcément une loi, un règlement, un machin qu'il a dû pas bien suivre. Parce que sinon, s'il a tout fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que bah, moi aussi, j'aurais pu le faire. Mais comme je ne l'ai pas fait,
que j'ai une vie de merde et que lui, il est en train de vivre sa meilleure vie, c'est forcément qu'il a fait un truc qui est pas bien. Et il y a ce réflexe, en fait, très bureaucrate, hein, très communiste. Dès qu'on voit quelqu'un réussir mieux que nous, à se dire, mais attends, quel est le règlement qu'il a enfreint pour réussir comme ça? Quelle est la loi qu'il n'a pas respectée pour réussir comme ça? Quelle est la magouille qu'il est en train de faire pour réussir comme ça? Attends, il y a forcément un truc. Donne-moi le mode d'emploi, je vais regarder. Il y a forcément une ligne là qu'il n'a pas bien suivie. Sinon, il serait dans la merde comme moi, parce que si tu suis toutes les lignes, tu es forcément dans la merde. Viens, je cherche un truc là. Il y a forcément un truc. Puis quand je vais le trouver, on va passer un petit coup de fil au fisc. Puis on va leur dire que le voisin, il est un petit peu en train de se mettre bien. Tu vois, il y a ce réflexe en fait. Non seulement on s'en réfère à l'autorité pour faire quelque chose, mais quand on voit quelqu'un qui a réussi, on va aussi s'en référer à l'autorité pour dire hey, c'est pas normal, il a réussi mieux que moi. Ce qui amène au deuxième point. ChatGPT m'expliquait qu'en France, par rapport aux États-Unis, bon, c'est des choses, encore une fois, j'ai pas besoin de ChatGPT pour le savoir, mais c'est intéressant de voir que l'IA confirme ce que j'avais deviné par intuition. Il y a ce biais égalitariste. Ça rejoint ce que je viens de vous dire avant. Si un type a réussi là où nous-mêmes on a échoué, en France, le premier réflexe, c'est de se dire qu'est-ce qu'il a fait d'illégal? Qu'est-ce qu'il a fait de sale? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi? Parce qu'on est égaux finalement. L'idée même qu'un type puisse être plus talentueux, prendre des risques, être plus intelligent, échappe à la mentalité française. Si le type a mieux réussi que moi, c'est nécessairement qu'il a fait quelque chose de mal, puisqu'on est égaux. Lui et moi, on est égaux. Donc s'il réussit mieux que moi, c'est bien qu'il a enfreint une règle. C'est bien qu'il a fait quelque chose qu'il n'était pas autorisé à faire. Parce que s'il a suivi toutes les règles et qu'il a quand même réussi, alors qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi moi je ne réussis pas en suivant les règles? Il a forcément fait quelque chose de mal. Il y a avant tout une suspicion en France quand quelqu'un réussit. Il y a avant tout une suspicion. Puisqu'on part du postulat qu'on est tous égaux. Donc s'il y en a un qui réussit mieux que les autres, c'est qu'il a forcément fait quelque chose de mal. Là aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. Aux États-Unis, il y a un biais individualiste où il y a une forte emphase qui est mise sur la responsabilité individuelle. Donc si quelqu'un réussit mieux que les autres, le premier réflexe, c'est comment il a fait, qu'est-ce que je peux apprendre de lui, comment je peux faire comme lui. Les Américains ne sont pas cons, ils savent très bien qu'il y a toute une série un millier de différentes variables, de facteurs qui viennent influencer le succès de quelqu'un. La chance, la famille, le tempo, être au bon endroit au bon moment, ils le savent très bien. Mais leur premier réflexe, c'est pas de se dire ah mais il a réussi parce qu'il a eu de la chance, ah mais il a réussi parce qu'il connaissait un tel, ah mais il a réussi parce que machin il fait des combines, il fait des scams. Leur premier réflexe c'est de dire attends, n'ayons pas de pensée limitante. Ne pensons pas immédiatement que c'est une question de chance. Allons d'abord essayer d'étudier, savoir s'il n'y a pas quelque chose qu'il a fait dont je pourrais m'inspirer pour moi-même réussir à mon échelle. Le en France c'est l'inverse. Quand vous multipliez ça par 60 millions de personnes en France et 300 millions aux États-Unis, bah, ça donne ce que ça donne en termes de différence, en termes d'économie, en termes de mindset, en termes d'innovation, etc., etc., etc. Si on est fermé d'esprit... Alors, ChatGPT aussi disait autre chose, très intéressant, par rapport justement à l'échange de l'information. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information. Okay, il y a un pan de l'économie qui ne fait que grossir, ce qu'on appelle la créateur économie. Créateur économie, c'est quoi? C'est ce que je fais devant vous. C'est les gars qui se lancent sans permission sur Internet et qui partagent. ChatGPT expliquait qu'il y a un rapport par rapport aux créateurs qui est très différent en France et aux États-Unis. Il disait notamment que le marché français est dominé, bien plus que le marché aux États-Unis, par des contenus liés à divertir. Bien sûr qu'il y a du divertissement aux États-Unis, MrBeast, etc. Mais en France, le marché du divertissement est beaucoup plus grand sur YouTube et sur Internet de manière générale. Il expliquait la chose suivante. Ou bien tu as des gars qui font du pur divertissement, comme Squeezie, ou bien tu as des gars qui font des explications, des documentaires, on pourrait prendre l'exemple de Micode, ou bien tu as des gars qui sont du contenu, voilà, pareil, un peu explication, mais plus sur le plan scientifique. Prenez l'exemple de Dr Nozman. Et finalement, la niche business, comment faire du business, comment entreprendre, comment avoir du succès, est quand même beaucoup plus réduite. Elle existe. Malheureusement, dans cette niche-là, il y a énormément de scammers, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Elle existe, mais elle est réduite par rapport aux États-Unis, où il y a une beaucoup plus grande diversité de créateurs et c'est beaucoup plus facile en tant
Euh, bah, c'est pas- les créateurs nichés, par exemple un gars qui va faire une chaîne YouTube sur le fonctionnement de l'industrie, des data centers dans l'IA, par exemple, c'est quand même assez niché, ou bien, je sais pas, il va parler du fonctionnement des usines qui fabriquent telle pièce de voiture, c'est beaucoup plus niché, mais ces gens-là ont une place, et ça va être beaucoup plus facile pour un type, par exemple, qui est dans l'industrie automobile, de créer une newsletter sur justement les différentes tendances, etc., et d'avoir des gens qui sont CEO, qui sont C-level. C-level, donc c'est la suite exécutive, donc CEO, CFO, etc. Des exécutifs qui vont être intéressés par ça, qui vont payer potentiellement $500 par mois, $500 par semaine pour accéder à une newsletter très nichée, très spécifique, très technique. Parce que justement, il y a cette expectation en fait. Il y a l'expectation que le gars c'est un expert dans son domaine. Euh, il se lance, bon, il a un truc intéressant à nous apprendre, on va payer par l'apprendre. Alors qu'en France, on s'attend plutôt à ce que le créateur soit là pour nous divertir ou pour nous expliquer gratuitement. Okay, et pour se rémunérer, eh ben, ou bien de toute façon il travaille gratuitement, c'est très bien, c'est normal, ou bien il fait de la publicité, ou bien il fait du sponsoring, il fait du placement de produits, etc. Mais ça va être de l'ordre du marketing indirect. Je sais très bien que pour vous qui regardez cette chaîne, vous avez compris que ce n'était pas un crime de vendre, mais là je parle vraiment pour les masses. Pour la masse et l'impact que ce type de mindset va avoir sur l'économie et sur l'évolution d'un pays. Je vais expliquer la chose suivante. Quand un créateur se lance aux États-Unis, c'est expected qu'il va vendre quelque chose. Le mec, littéralement, s'il est sur YouTube, on sait, il a forcément un truc à vendre. Il n'est pas en train de le cacher, de détourner, etc. En France, pas du tout. Il parlait aussi du fait que un type qui vient sur Internet pour partager une expertise, s'il a des preuves d'expertise aux États-Unis, on se dira ok, il est là, il est présent, il a des preuves, ça m'intéresse. En France, le premier réflexe, c'est de se dire pour qui se prend-il. Ça m'a vraiment fait réfléchir parce qu'en fait, ChatGPT a mis des mots sur un truc dont je n'avais encore que l'intuition. Et c'est parfaitement vrai. En France, le premier réflexe, si quelqu'un se montre, s'expose, prétend savoir faire quelque chose, même s'il en montre les preuves, le marché réagira d'abord par du scepticisme. Mais attends, qui est-il pour se prendre pour un gourou pour venir nous expliquer telle ou telle chose? Est-il certifié? Est-il validé par l'État français? Travaille-t-il pour une grande entreprise? Est-il professeur d'université? A-t-il un diplôme? Pour qui se prend-il? C'est le premier réflexe du marché français quand quelqu'un vient se positionner en tant que gourou, en tant que gourou, en tant qu'expert. Et c'est encore pire si quelqu'un vient se positionner en tant qu'expert. Là, il y a déjà une première résistance. Pour qui se prend-il? Où sont ses certifications pour prétendre être un expert? Et encore pire si l'expert en question souhaite monétiser son expertise. Alors là, c'est un escroc, c'est un scammer, comment ose-t-il nous vendre quelque chose? Là, aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. L'autopromotion est parfaitement acceptée et même est encouragée. Quelqu'un qui s'autopromeut, on considère que c'est quelqu'un qui a de la drive, qui est ambitieux, qui en veut, qui veut bosser, c'est bien vu, on a envie de travailler avec lui. Évidemment, il faut quand même des preuves d'expertise, mais si le gars a des preuves d'expertise, même si ce ne sont pas des preuves institutionnelles, académiques, c'est parfaitement accepté. Et d'ailleurs, les preuves qui sont non institutionnelles sont mieux acceptées dans le sens où quelqu'un qui a vraiment fait la chose sera mieux vu que quelqu'un qui a un torche-cul sur lequel il y a une signature et un tampon pour dire qu'il est diplômé. Et ensuite, quand le gars va vouloir vendre son expertise, le marché s'y attend tout simplement. Et ensuite, le marché, ou bien il y a un intérêt pour cette expertise-là, auquel cas, ok, pourquoi pas, où est-ce que je signe, ou bien il n'y a pas d'intérêt, auquel cas le gars il passe effectivement à une autre chaîne. Mais il n'y a pas le côté, putain, le salaud il fait un truc qui m'intéresse, mais il ose le vendre, tu vois. Pourquoi il ne le dit pas gratuitement? Pourquoi il ne m'explique pas gratuitement, comme font Squeezie, comme font Micode, comme font Dr Newsman, tu vois? Il y a ce côté-là. Je pense que de la part du marché français, ça démontre une grande immaturité finalement. Une grande immaturité et aussi un mindset de spectateur. Et c'est ça que je reproche beaucoup aux Français, c'est que dans la majorité, ce sont des spectateurs. Ce sont des gens qui attendent qu'on leur dise quoi faire, qu'on les mette sur des rails, qu'on leur donne des cases à cocher et qu'on leur dise ok, tu mets le pied gauche en avant, maintenant tu mets le pied droit, maintenant tu mets le pied gauche. Et ils ne savent pas en fait faire par eux-mêmes. L'idée de se dire attends, je suis libre, j'ai du potentiel en moi, je peux faire des choses dans ce monde, il y a plein de choses à faire. Putain, j'ai envie de faire un truc, mettons le gars il veut, je reprends toujours cet exemple, mais il veut faire une piscine chez lui par lui-même. Putain, il tombe sur un YouTuber qui lui montre toutes les étapes et qui lui dit si tu veux, voilà, on réserve un appel, tu prends des photos de ton jardin, tu me donnes les dimensions, je t'aide à le faire à distance. Le gars va pas payer. Parce qu'il va se dire ouais, c'est bon, j'ai vu comment faire, je le fais moi-même. Tu vois.
Ou alors s'il va payer, mais il y aura une résistance. Alors il y avait aussi un truc très intéressant. Mais en fait, c'est quoi là, je parle au fil de la plume, mais je pense que je reprendrai texto le texte que ChatGPT m'a sorti parce que c'était rempli de pépites d'or. Il disait qu'en France, le public ne tolère pas qu'un créateur, et en fait ça s'étend bien au-delà des créateurs, on a vu ces histoires, on a vu les mêmes réactions par rapport aux boulangeries, style Cédric Grolet, etc. Le public français ne tolère pas des marges trop grosses pour l'entrepreneur. On ne tolère pas qu'un entrepreneur ait de trop grosses marges en France. C'est mal vu. Quand il réfléchit bien, c'est complètement vrai. Combien de fois est-ce que j'ai vu des gens adopter le raisonnement suivant, me dire mais tu comprends, il ose vendre son pain au chocolat à 12 euros alors qu'il l'a fait pour 50 euros de matière première. Et les mecs vont calculer en fait. Au lieu de se dire ok, combien ça coûte, combien ça m'apporte, est-ce que j'ai les moyens? Le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de se dire mais combien lui il se met dans la poche déjà? Ça obsède les Français. En fait, ils sont pas capables de se dire là il y a un produit qui m'intéresse, il y a un produit qui a de la valeur ajoutée pour ma vie, pour mon cheminement, pour l'initiative que je suis en train de prendre. Il y a un prix, ça me permet d'atteindre mes objectifs, je suis d'accord. Ou bien, pour reprendre l'exemple du pain au chocolat, je suis un bourgeois, je veux des pains au chocolat faits maison avec des matières premières nobles, du bio, du machin, je suis prêt à payer le prix. L'obsession du français, ça va être de dire, mais attends, lui là qui ose me vendre son truc, déjà combien il se met dans la poche ce salaud? Et même si vous avez le meilleur produit au monde, même si le gars littéralement, ça fait, je sais pas, le gars il a un problème au doigt de pied, ça fait des années que ça lui fait mal, vous êtes le seul à avoir la potion magique pour lui régler son doigt de pied. Il est en train de boiter, il a mal. Mais avant d'acheter le machin, il va dire attends. Combien tu te mets dans la poche en me vendant ton truc là? Tu oses faire une marge? Tu oses faire une marge qui dépasse, je sais pas, les 20, les 30%? Quoi, tu fais 200% de marge, espèce d'enfoiré? Eh ben, je boiterai jusqu'à la fin de ma vie. Mais jamais je ne te nourrirai, escroc. Jamais je mettrai 1 euro dans ta poche, escroc. Et ça me refait penser à cet exemple d'un type que je connaissais. C'est quelqu'un que je connais, une personne âgée, bien sûr, qui avait coutume d'acheter son poisson au marché chez quelqu'un, un poissonnier qu'il aimait bien et qui lui donnait un poisson à un prix qu'il considérait comme étant honnête et du très bon poisson. Un jour, pour une raison que j'ignore, au lieu d'aller chercher le poisson au marché, il s'est fait livrer son poisson chez lui. C'est une histoire vraie, je sais que ça a l'air un peu... C'est une histoire de poisson, mais c'est vraiment une histoire vraie. Enfin, une histoire vraie et vraie par définition. Au lieu d'aller acheter au marché son poisson, il s'est fait livrer son poisson. Et le poissonnier a fait une énorme erreur. Il a livré le poisson en Porsche Cayenne. Le mec qui a acheté le poisson, qui est donc la personne que je connais, nous a confié, à moi et à d'autres personnes, que ça l'avait choqué qu'un poissonnier ait un Porsche Cayenne et que plus jamais il n'achèterait du poisson chez ce mec-là. Alors que jusqu'à présent, il avait toujours été satisfait. Il était satisfait par le prix, il était satisfait par le poisson, mais au moment où il s'est rendu compte que putain, le poissonnier, il a un Porsche Cayenne, c'en était assez, il n'achètera plus chez ce gars-là. Je vous prends un autre exemple. Un type qui était chef d'entreprise, pareil en France, hein, dans une société qui pose des portails automatiques. Et il nous expliquait que lorsqu'il se rendait chez ses clients, il était chez l'entreprise, donc il ne s'y rendait pas tout le temps, généralement ce sont ses équipes qui se déplaçaient, mais il arrivait qu'il se déplace. Eh bien effectivement, il prenait la camionnette de l'entreprise, alors que lui-même avait une collection de bagnoles, dont effectivement 4x4 Porsche dernier cri, etc. Mais jamais de la vie il va aller chez son client avec le 4x4 Porsche dernier cri, parce qu'il sait très bien que s'il y va avec ce véhicule, ça va être très mal perçu de la part du client. D'où le poseur de portail, il a un Porsche Cayenne. Enfin à l'époque c'était le Porsche Cayenne, maintenant il y a des nouveaux modèles. Mais d'où le poseur de portail, il a le dernier 4x4 Porsche. Tu vois? Et ça rejoint donc, tout est lié en fait. Tout est lié, c'est partout comme ça dans l'économie. Le français s'attend à ce que la personne qui lui vend un produit ou un service ne fasse pas des marges trop grosses. Même si, c'est pas une question de est-ce que je suis prêt à payer, c'est pas une question de est-ce que le produit m'apporte un avantage, c'est une question de est-ce que lui se fait de l'argent. S'il s'en fait, bah, je veux pas qu'il s'en fasse. Tu vois le mindset de jaloux? Et tout est lié. Pourquoi on a une démocratie sociale avec autant de redistribution, avec autant de règlements? Parce que l'âme du français moderne, c'est ce que je viens de dire. Et finalement, ce qui est un peu confus, ce qui est diffusément répandu dans la population, dans l'état d'esprit des individus, finit tôt ou tard par se répercuter et par se voir au niveau de la législation.
au milieu de toute cette bande de clochards communistes, vous avez évidemment une élite à laquelle je m'adresse. Une élite de gens qui... quand je dis une élite, ce n'est pas forcément des gens qui sont très fortunés, qui sont multimillionnaires, bien qu'il y en a qui fassent partie de cette catégorie. Mais ce sont des gens qui ont déjà compris que pour devenir libre, il fallait commencer par se libérer de l'État et de l'état d'esprit qui consiste à systématiquement attendre d'avoir la permission. Attendre d'avoir la checklist parfaite. Attendre de savoir, d'avoir le sentier bien battu, là, bien lisse, avec les petites flèches. Devenir libre, c'est commencer par réaliser qu'on a un potentiel en nous. Qu'on a cette capacité à s'autodéterminer, que la différence entre l'homme et l'animal, c'est l'intelligence, c'est la volonté. Là où l'animal est, entre guillemets, prisonnier de son instinct, l'homme est capable de s'autodéterminer parce qu'il a accès à la raison. Le français a complètement oublié ça, celui en passant. Il a accès à la raison. La raison, ça veut dire regarder son environnement, comprendre comment ça fonctionne et prendre des décisions en fonction de ce qu'on voit. C'est planifier à long terme, à moyen terme, à court terme. C'est découper une grosse tâche en plusieurs petites tâches. C'est créer des modèles mentaux qui vont nous empouvoirer. Comment on dit empouvoirer en français? Qui vont libérer notre potentiel. Qui vont nous permettre de passer à l'acte. Qui se libérer d'un carcan psychologique qui nous fait croire qu'on n'a pas la permission de... Attends, mais moi je ne suis pas qualifié pour faire cette chose, telle chose, telle chose. J'ai pas le diplôme, j'ai pas le tampon. Je dis, j'ai un pote qui s'est reconverti dans un... Il voulait poser des clims, le gars. Tu fais une reconversion professionnelle aux États-Unis pour poser des clims, je suis sûr que ça ne prend pas plus de 6 mois. Je suis sûr que ça ne prendra plus de 3 mois. En France, oula, attention, pose pas des clims comme ça, jeune homme. Faut passer par le DUT, le BTS, le machin, le truc. Le frérot, il a 35 balais, il se retrouve dans des classes avec des mecs de 17 ans. Il est à l'école, de nouveau. Il est parti pour 300 d'études. Poser une putain de clim. Et c'est pourquoi moi j'encourage, jour après jour, tous les gens qui sont autour de moi, et vous évidemment sur cette chaîne, à se libérer de ce carcan psychologique, à se libérer de cette prison mentale, à se libérer de ces réflexes toxiques, ces réflexes de bureaucrates, de fonctionnaires, d'esclaves, de moutons, d'écoliers. Ces réflexes qui brident notre potentiel, ces réflexes qui nous empêchent de nous exprimer, ces esprits qui nous mettent des barrières là où, en réalité, il y a une plaine sur laquelle on est libre de courir, de s'exprimer, de construire, d'essayer, d'échouer, de recommencer. C'est ce que j'explique jour après jour dans les articles que je publie dans ma newsletter. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas inscrits, allez jeter un coup d'œil, c'est gratuit, c'est en commentaire. Et très souvent, les clients avec lesquels je travaille en accompagnement, la première étape, c'est de commencer par dévisser cette cage qu'ils ont dans la tête et leur dire des choses sont possibles. Les choses sont possibles. On peut faire des choses. Le monde est vaste. Il y a 7 ou 8 milliards d'êtres humains. Il y a énormément de choses à faire. Mais encore faut-il commencer par mettre un pied devant l'autre. Encore faut-il mettre une première pierre à l'édifice. Et c'est pas en étant employé en CDI qu'on va devenir un homme libre. De toute façon, je ne vous encourage pas à quitter bêtement un emploi qui vous permet de nourrir votre famille. Mais en parallèle de cet emploi, il faut monter un truc. En parallèle de cet emploi, il faut bâtir des structures qui puissent à terme vous permettre d'accéder à l'indépendance financière. Ou au moins vous constituer un petit matelas d'épargne sur le côté. Des compléments de revenus qui vous permettent de garder la tête hors de l'eau. Ne pas être comme ça, paycheck to paycheck. Parce que si aussi il y a cette mentalité de anti-patron en France, on est toujours en train d'avoir plus de protection sociale, plus de protection, plus de protection. C'est aussi parce que les employés sont tellement taxés qu'à la fin du mois, le gars, il lui reste plus rien. Donc s'il perd son travail, c'est une catastrophe. Il a littéralement rien dans son compte en banque. C'est une catastrophe. Donc on met 150 000 protections parce qu'effectivement, tu me diras, en France, c'est même pas une catastrophe parce que si tu perds ton taf, tu as le chômage, et si tu n'as plus le chômage, tu as le RSA. Bon, c'est aussi pour ça que plus personne ne fout rien, parce que les gens qui veulent bosser, on leur prend tout pour payer ceux qui veulent rien foutre. Ceux qui veulent rien foutre, ils disent à quoi bon bosser, je gagne autant qu'en branlant rien. C'est pour ça qu'il faut se libérer. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le monde des adultes. Et dans le monde des adultes, quand on est un homme libre, on gagne ses revenus par soi-même. Que ce soit en étant entrepreneur,
que ce soit en étant freelance. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'un homme libre se confronte au marché et son premier réflexe, c'est pas de se dire qu'est-ce que mon patron veut. Son premier réflexe, c'est de se dire qu'est-ce que le marché veut. Quels sont les skills qui sont en demande. Quels sont les produits dont le marché a besoin aujourd'hui. Quelles sont les compétences dont le marché a besoin aujourd'hui. Et avoir la compétence, c'est pas suffisant. Encore faut-il comprendre la psychologie du marché pour adapter son marketing. Ça, c'est des choses que les Américains ont compris depuis des années. En France, quand il y a un trou dans le marché, quand il y a un besoin dans le marché, on fait appel à la mairie, putain. Attends, le maire, il va faire des subventions, une association va... Mais quelle plaisanterie! Comment voulez-vous qu'une économie soit dynamique quand lorsqu'il y a une opportunité dans le marché, ce sont des associations subventionnées par la mairie qui s'en occupent? Évidemment que ça va prendre 10 ans là où ça pourrait prendre un mois. Évidemment que ce sera mal foutu. Évidemment que ça va donner des financements colossaux et des process qui sont lents, qui sont inefficaces, qui sont inefficients, qui gaspillent l'argent des gens. Parce que tout est fait par le public. Et alors évidemment, l'association subventionnée par la mairie, qui elle va recruter à ton avis? Des mecs qui sont RSA, des mecs qui sont... on va leur dire, non, il faut que tu prennes des handicapés, il faut que tu prennes des chômeurs, il faut que tu prennes des types qui sortent de prison, parce que tu comprends, il faut les réinsérer, machin. C'est un enfer, cette putain de société. Là où la même problématique aux États-Unis serait résolue en 2 semaines par un entrepreneur qui en 2 jours, en 3 clics sur Internet, il a monté une boîte, ça y est, il s'est lancé, il a vu qu'il y avait un besoin, il est déjà en train de faire du business, de se remplir les poches. Bien sûr que ça va être plus rapide. Bien sûr qu'il va y avoir de la concurrence, donc les prix sont plus intéressants. Bien sûr qu'il y aura de l'innovation. Bien sûr qu'il y aura de la qualité au rendez-vous. Puisqu'il y a un incentive. Je parle souvent des États-Unis. On n'est pas obligé d'aller aux États-Unis pour faire du business. Hein. Moi, je fais du business en Roumanie. Il y a des gens qui font du business en France. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle de différence en termes de mindset dans cette vidéo. D'accord? Et les différences en termes de mindset qu'on retrouve à l'échelle de l'individu, elles se retrouvent à l'échelle de l'État, à l'échelle de la législation. Et après, ça fait un serpent qui se mord la queue. Parce que ça fait des boucles de rétroaction qui font que les gens n'aiment pas ceux qui ont du succès, donc des lois anti-succès, anticapitalistes sont votées, donc ça crée des incentives négatifs pour les gens qui voudraient potentiellement se lancer, donc les gens ne se lancent plus, donc les gens sont de plus en plus dépendants de l'État, et puis ainsi de suite comme ça. C'est 67% du PIB qui viennent de l'État en France. Hein. Même en URSS, c'était pas comme ça. On ne peut pas devenir libre en passant sa vie dans un CDI. On ne peut pas devenir libre si à un moment donné on ne se réveille pas en se disant ok, aujourd'hui il faut que j'aille taffer, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui je ne vais pas que aller taffer. Aujourd'hui je vais aussi commencer à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je peux bâtir aujourd'hui pour être libre demain. Ça peut être poser une première pierre, ça peut être poser une deuxième pierre, ça peut être poser une 10e pierre. On ne sait pas combien de pierres il faudra pour que l'édifice finisse sa construction. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque jour on pose une pierre et que chaque pierre qu'on pose nous rapproche de notre but. Et moi, c'est ça que j'aide mes clients à accomplir. Que ce soit dans l'arbitrage locatif, que ce soit dans l'expatriation, que ce soit pour accomplir un projet particulier, personnalisé sur mesure, qui est propre à leurs aspirations personnelles. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, les amis, de cette vidéo. Et comme toujours, pour ceux d'entre vous qui voulaient progresser, entamer une démarche d'expatriation, entamer une démarche entrepreneuriale, vous avez des ressources gratuites en description. Et pour ceux qui êtes chaud bouillant, vous avez un email qui vous permet de candidater pour mon programme d'accompagnement. Sinon, évidemment, les commentaires auxquels je réponds gratuitement. Je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous pour ceux pour qui ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Pierre Digital. Ciao.